Il y a un certain continuum. Je pense que les personnes, vraisemblablement, si par cas, on peut se dire que les personnes sont à peu près les mêmes, ou en tout cas partagent les mêmes convictions, Mmh. il y a un continuum de ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que vous attaquez non pas un monument aux morts, vous attaquez à la France parce que vous voulez manifester une haine anti-France. Lorsque vous attaquez un monument aux morts, ou est-ce que vous voulez manifester votre compassion contre les violences policières, vous attaquez à une certaine idée de la France, à une certaine idée de la politique. Le Mmh. général de Gaulle disait que la France, il y avait une certaine idée, c'était la France qui se bat, c'était la France éternelle, celle qui se mettait toujours debout et jamais à genoux. C'était l'héritage et le message que voulaient nous transmettre ceux qui se sont battus entre 14 et 18. Ils sont battus pour une certaine idée, ils sont battus pour un certain idéal, en se disant que la France ne pouvait pas être le vassal d'un autre pays. La France ne pouvait pas être autre chose qu'une certaine idée, donc celle de la grandeur, celle que partageait le général de Gaulle. Or, lorsque vous attaquez à cet héritage, lorsque vous attaquez aux personnes qui sont battues pour ça, vous attaquez pas uniquement aux personnes qui sont battues ou à un lien généalogique entre des parents, des enfants. Ces personnes-là font partie de l'âme française. Ils nous ont transmis quelque chose en héritage qui est plus grand que nous et qui nous dépassera jusqu'à la fin de notre vie. Et ce qu'on fait dans la vie dépasse ce que l'on fait et restera pour l'éternité. Et ces personnes-là rentrent dans ce cadre-là. Lorsque vous attaquez, lorsque vous venez en France et vous attaquez à cette mémoire, je pense que vous attaquez à l'image de la France, au récit national et à une certaine idée de la France. Donc ces personnes, non seulement doivent être interpellées, si par cas elles ont la double nationalité ou c'est par cas elles sont étrangères, elles doivent être expulsées parce qu'elles n'ont rien à faire sur notre territoire national. Et Tanguy, avant nous On aurait pu croire ça, mais moi quand j'ai écouté le discours, on aurait pu croire qu'il n'était pas dans un état forcément clair et forcément net. Non, en toute honnêteté, on part sur un certain délire qui atteint des sommets parce que qu'il y ait de la stratégie, c'est une chose. Mais là, on frise le complotisme de bas étage sur certaines vidéos qu'on n'aimerait pas voir encore présentes sur certains réseaux sociaux. On est quand même sur un antisémitisme un peu crasseux qui imagine certains complotismes quand même. On frile quand même un certain haut niveau de délire. Ensuite, après, ce que David Guiraud est quand même, et pas comme sa première reprise. C'est quand même quelqu'un qui avait dit qu'il fallait excuser les dealers parce que les dealers travaillaient dans des conditions difficiles. C'était quelqu'un qui enchaîne en fait à certains propos pour toujours aller plus loin et toujours flatter, comme disait Jean-Michel Foucault, une certaine communauté. Le problème, c'est que maintenant, il va tellement loin que c'est difficile de le suivre. Je pense même que les gens qui aimeraient le suivre et qui pourraient se sentir flattés par ce type de propos, je ne suis pas sûr qu'ils soient en accord avec ce qu'il dit, parce qu'il y a quand même une certaine réalité. Parce que de là, on va raconter des choses. La politique, on peut avoir deux visions sur un état de fait. Est-ce qu'on peut vraiment, ensuite, après, décrier la réalité et décrier les faits comme le fait David Guiraud et comme le fait la France Insoumise depuis le 7 octobre? Il y a quand même une certaine réalité, c'est-à-dire que c'est quand même Israël qui a été attaqué. On croirait entendre bientôt que c'est eux qui ont organisé l'attaque et ça continue comme ça. C'est peut-être la polémique qui va lancer dans quelques semaines. C'est eux qui sont l'État agressé et le Hamas est considéré pas une action terroriste par l'ensemble des pays du monde arabe. Ça, c'est quand même, il faut quand même le rappeler. Ensuite, après qu'on puisse avoir, comme le rappelait Jean-Michel Fauvergue, avec des positions différentes sur Israël et Palestine, n'encourage pas tout. On peut avoir quand même une certaine hauteur de vue, une certaine vision pour les choses et se dire que depuis le 7 octobre, on a des actes antisémites qui sont records. Donc, on n'a pas besoin d'encourager certaines personnes à aller dans ce sens-là, alimenter un certain complotisme, alimenter certains fantasmes qui pourraient déchaîner la violence contre nos compatriotes juifs. Alors, on peut comprendre l'émotion de ce qui s'est passé le 7 octobre qui conduit certaines personnes à prendre des positions qui sont très radicales. Mais je pense que ce monsieur, en tenant le discours qu'il a tenu, joue contre son camp parce que l'Occident a été clair dans sa condamnation des actes terroristes du Hamas dans son ensemble, partant de l'Union européenne, de l'ensemble des pays de l'Union européenne des 27, des États-Unis, et l'ensemble des pays avaient dit qu'Israël avait le droit à se défendre. Pour autant, le droit à se défendre ne veut pas dire que l'ensemble des pays européens, et notamment les États-Unis, cautionnent la stratégie de Netanyahou, qui n'est pas la bonne. Je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous arrivez, que vous êtes Netanyahou, le 7 octobre avait dit « Je mobilise mon armée pour remplir à 3 objectifs de guerre. 1. Assurer la sécurité d'Israël pour éviter une entrée en conflit du Hezbollah notamment. Sécuriser, virer les gens du Hamas qui étaient dans le sud et pas loin de la bande de Gaza. Et ensuite, après, éradiquer le Hamas. » À aucun moment, il a évoqué la libération des otages. Et pour reprendre les propos de monsieur le général, je vais reprendre un point. Quelle stratégie militaire, notamment en envoyant 50 000 soldats entrer dans une bande et bombarder une zone pendant 21 jours, peut conduire à la libération d'otages? Quelle stratégie militaire peut assumer ce type de stratégie en disant c'est la meilleure stratégie pour récupérer 300 otages? C'est le premier mensonge de Benyamin Netanyahou sur ce point. Le deuxième, c'est qu'il dit pour éradiquer le Hamas, on rentre dans Gaza, on balaie tout. Et là, ensuite, après, on arrive à éradiquer le Hamas. Mais en réfléchissant bien, et comme pour reprendre les propos qui ont été tenus,
Combien il y a combien de membres du Hamas actuellement? 50 000. Après les bombardements qui ont été faits, après ce qui s'est passé, il y a combien de personnes qui sont proches de la confession du combat palestinien qui vont rejoindre le Hamas dans les années à venir? Est-ce que exactement Netanyahou fera la même erreur que George W. Bush en faisant pire à ce qui s'est passé en Afghanistan? En Afghanistan, on a dit on vire Al-Qaïda et on vire les talibans. 20 ans après, les talibans sont plus forts que jamais, on n'est pas prêt de les virer de l'Afghanistan. La troisième erreur que je vois, c'est que Benjamin Netanyahou, alors que la coalition internationale menée par les États-Unis de Donald Trump et Joe Biden, avait fait en sorte que les pays du Golfe, plus le Maroc, se rapprochent d'Israël. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin que les pays du Arabes se rapprochent d'Israël et on est complètement à l'opposé. Il y a plus de chances qu'on rentre sur un conflit civilisationnel entre les juifs, les personnes de confession juive et l'ensemble du monde arabe. Il a réussi à unir le monde sunnite et le monde chiite contre lui, alors qu'ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se blairer, notamment Ben Salman et l'ayatollah Khamenei. Et donc, quand on prend un ensemble de points, on peut quand même dire oui, on soutient Israël dans son droit à se défendre. Oui, on a de la compassion envers les victimes du 7 octobre. Mais par contre, non, monsieur Netanyahou, vous menez une mauvaise stratégie parce que vous faites la même erreur que George W. Bush. Et en plus, quand vous regardez la carte géopolitique, et je terminerai dessus, on a les pays du monde arabe contre nous, on a des pays d'Afrique contre nous, on a les pays d'Amérique du Sud qui sont compatissants avec la cause palestinienne, plus la Russie et passe la Chine. Alors je veux bien croire qu'on peut battre tout le monde à la civilisation occidentale. Mais si les Américains qui avaient la plus grande puissance, on parlait d'hyperpuissance américaine en 2001, n'ont pas réussi à se débattre de l'Irak et de l'Afghanistan, vous pensez que l'ensemble de la civilisation occidentale va se battre contre tout le Sud global, la Russie et la Chine? Non mais c'est n'importe quoi. Et en tout cas, le chef du Hezbollah... Le problème, c'est pas militaire. Excusez-moi, le problème, c'est la question de la stratégie. C'est-à-dire qu'à la fin, on bombarde tout, on intervient, on vient avec nos coupes en brosse, on débarque avec nos guns. Ok, mais ensuite, après, à la fin, il reste quoi? C'est-à-dire, est-ce que, après votre intervention, Israël sera plus en sécurité à la fin de la guerre qu'avant le 7 octobre? Est-ce qu'il n'y aura pas une menace de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, du Liban, du Hezbollah, de la Syrie et de l'Iran après qu'avant? Est-ce qu'ensuite, après, l'objectif, c'est pas finalement de faire en sorte que Gaza soit débarrassé du Hamas? Mais pour faire en sorte, est-ce que Netanyahou ne devait pas dire en même temps de mettre un objectif militaire et un objectif politique? Il ne devait pas dire, en termes de récit, moi, Netanyahou, mon objectif, c'est la sécurité d'Israël. J'ai mis une idée comme ça. Donc, on intervient militairement parce qu'en fait, on ne veut pas que la Palestine soit gérée par le Hamas parce que ce sont des criminels de guerre et des terroristes. Donc, on appelle à une coalition internationale pour éliminer le Hamas, pour ensuite créer un deuxième État qui va être géré comme un protectorat sous mandat des pays du monde arabe. Et ces pays du monde arabe auront la confiance pour reconstruire la Palestine et faire un processus d'émergence d'un deuxième État qui est la garantie de sécurité d'Israël. Si par cas vous tenez un discours comme ça, je ne dis pas que c'est le bon discours à tenir, mais en tout cas, ça met un objectif politique avec un objectif militaire qui peut partager et rassembler largement. Pour reprendre les propos du général, lorsque vous parlez de l'intervention, et notamment c'est l'exemple qui est repris en disant vous, la France, vous avez bombardé Raqqa, etc. Mais nous, notre objectif de guerre, lorsqu'on a éliminé Daesh, était de dire on va rendre la souveraineté à l'Irak, aux Irakiens, on va rendre la souveraineté des Syriens à la Syrie. On ne s'est pas dit on va bombarder Daesh, ensuite après on ne laissera plus rien. C'est ça ce que fait Israël et c'est pour ça qu'on a un problème militaire. Allez. Cette journée de commémoration, on remarque que c'est dans les grandes crises qu'on voit des grands hommes d'État. Et je me rappelle que lors de la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre anglais avait dit la différence entre un politique et un politicien, c'est que le grand homme d'État, il prépare la prochaine génération et l'homme politique prépare les prochaines élections. Et c'est ce que fait Olivier Véran. En fait, tout simplement, le sujet, c'est de créer une grande marche contre l'antisémitisme et de provoquer un sursaut tel qu'on doit le connaître, comme ce qu'on a connu après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on doit inciter tous les Français, qu'importe leur conviction, qu'importe leur vote, qui votent ou qui ne votent pas, qu'importe leur classe sociale, qu'importe leurs origines, qu'importe leur ethnie, qu'importe leur confession, à lutter contre l'antisémitisme, parce que le message qu'on veut transmettre, c'est de dire qu'après ce qu'on a vécu entre 1939 et 1945, on ne veut plus jamais que ça arrive de nouveau à nos portes, et qu'avec le nombre record d'actes antisémites depuis le 7 octobre, le fait que, comme l'a rappelé Naïma, des personnes soient obligées de changer de nom, soient obligées de masquer leur confession, soient ciblées uniquement en raison de leur confession parce qu'ils sont juifs, ce qui n'est pas arrivé depuis 70-80 ans maintenant. Et des personnes comme ça ont besoin d'une certaine solidarité. On doit montrer également ce qui est bien et ce qui est mal dans notre pays et dans l'ensemble de notre civilisation et qu'on doit rassembler le plus de personnes possible. Moi, je vais même aller plus loin, même dire que même si par cas, la France Insoumise a tenu des positions très ambiguës, si certaines personnes de la France Insoumise veulent venir manifester, ça montre que certaines personnes venant qui votent pour Mélenchon viendraient à cette manifestation et je pense qu'il faut encourager l'ensemble des personnes qui veulent venir à venir parce qu'il y a des actes qui sont plus grands que les étiquettes politiques, qui sont des grands qui sont plus que les prochaines élections, notamment européennes. C'est la question de la lutte contre l'antisémitisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que moi je vois,
c'est que le problème de ce qu'ils font actuellement, c'est que alors qu'on espérait initialement une grande marche comme ce qu'on a connu après les attentats de Charlie Hebdo, où François Hollande avait ramené des chefs d'État étrangers, Mahmoud Abbas était venu, le président de l'autorité palestinienne, et un ensemble de personnalités politiques étaient venus. Là, on risque une division, et je vois beaucoup de personnes dire, en raison des polémiques, en raison des divisions, je n'y rendrai pas la manifestation parce que ça devient une manifestation qui est politique et non pas d'union nationale contre l'antisémitisme. Et c'est vrai qu'on parlait, Jean-Michel Fauvergue, d'une marque civique, mais aussi son absence demain. Finalement, est-ce que malgré lui, il ne rejoint pas la posture de Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, c'est le message, vous le voyez, passé par le leader des Insoumis hier sur X, anciennement Twitter. On peut le lire, Macron a raison. Cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meilleur Habib, Le Pen, Zemmour, Braun-Pivet et Larcher fonctionne comme une manipulation. Comme lui et moi, ne vous laissez pas embobiner. Ayons confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Finalement, est-ce que la situation ne se retourne pas contre Emmanuel Macron là ? Si la situation se retourne contre Emmanuel Macron, et moi je trouve qu'au-delà du 7 octobre, il a eu des prises de position soit en retard, soit à contre-courant. Il s'est quasiment trompé à chaque fois. Alors qu'il aurait dû adopter une position d'équilibre, qui a été la position historique de la France, et notamment les pays du monde arabe disaient que l'un des derniers grands présidents que nous avons, c'était Jacques Chirac, notamment en raison de sa politique à l'égard du monde arabe. Emmanuel Macron s'est rendu en Israël en apportant un soutien inconditionnel, qui désormais retire, parce que c'est désormais plus inconditionnel, visiblement, au vu de ses prises de position. Je partage la première prise de position, en tout cas la grande ligne, mais en tout cas, il a changé de prise de position, ce qui affaiblit l'image de la France. Parce que lorsqu'on menait une position, la clé, c'est de la mener jusqu'au bout pour dire nous sommes clairs sur nos valeurs, nous sommes clairs sur notre stratégie, et donc nous devons adopter une position. Et sur la question qu'il pose, et la justification est encore pire sur sa non-présence demain. Il dit oui, alors moi, mon objectif, c'est d'apporter l'unité du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité du pays contre l'antisémitisme. Donc ça voudrait dire que, le pays, c'est-à-dire que évidemment le pays, il admet qu'il y a une grande partie du pays, en tout cas une part non négligeable, qui serait antisémite de base et qu'il ne faudrait pas lutter contre ça parce qu'il faudrait rassembler les antisémites avec les personnes qui luttent contre l'antisémitisme. Enfin, moi, j'essaie de comprendre à peu près ce qu'il dit. Le deuxième point qu'il dit, c'est oui, donc mon point, c'est d'être clair sur les valeurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus clair que les valeurs que de dire nous voulons lutter contre l'antisémitisme parce qu'au regard de la position de la France, notamment un rôle qui était, on va dire, peu honorable entre 40 et 45, on pourrait dire, nous avons appris de l'histoire, nous avons une certaine idée de la France, et en France, les actes antisémites n'ont pas leur place, comme l'a rappelé Gérald Darmanin et son ministre de l'Intérieur. Et par-dessus tout, moi j'ajouterais un dernier point. Si par cas il voulait apporter l'unité nationale, il aurait dû dire, et notamment en rassemblant le plus de Français possible, je pense qu'il aurait dû s'inspirer davantage de ce qu'avait fait François Hollande au lendemain de Charlie Hebdo, qui avait réussi à effectuer un rassemblement qui était très large, avec beaucoup de pays étrangers, etc., voire même inciter les autres pays de l'Union européenne à faire la même chose pour montrer la solidarité européenne à l'égard d'Israël, à l'égard de toutes les personnes de confession juive, à l'égard de ce qui s'est passé sur notre continent, plutôt que de faire un petit bras, un petit pied en envoyant Olivier Véran et transformer une marche nationale, d'union nationale, en petite marche politique en faveur de certains partis. Et il pourrait laisser le sentiment...